Le chat sauveur. Il y a fort longtemps, un jeune chaton et sa mère furent abandonnés par un hiver glacial. Ils n'avaient plus de maison pour les garder au chaud. Par hasard, un passant les aperçut, grelottant de froid, les moustaches givrées. Le cœur du passant se serra. Il n'aimait pas voir souffrir ces pauvres petites bêtes et il devait prendre une décision rapidement afin de les secourir. Les pauvres chats esselés et amaigris ne se firent pas prier pour accepter l'invitation quand le passant leur tendit les bras. Ils vinrent près de lui. Le passant les prit un à un et les installa sur le siège arrière de la voiture. Une grosse couverture s'y trouvait. Sans peur, le chaton se blottit contre sa mère. Il se sentait au chaud, mais un peu effrayé, car il ne savait guère ce que lui réservait l'avenir. C'était le matin de Noël et le passant, l'homme au chapeau du village, était allé faire quelques commissions. Le couple peinait à rejoindre les deux bouts financièrement. Benoît aurait voulu offrir un présent à sa femme pour l'occasion de Noël, mais comme les finances étaient difficiles, ce n'était pas être possible. L'arrivée impromptue des deux chats dans sa vie ce matin-là, l'avait cependant réjoui. Il avait hâte de franchir le seuil de l'entrée chez lui avec ses deux petites merveilles. Il imaginait la réaction de sa femme. Il se doutait du bonheur que ça lui apporterait, car ils avaient quelques mois auparavant perdu leur chatte qui avait vécu avec eux une dizaine d'années. Benoît arriva enfin chez lui. Il ouvrit la portière de la voiture et prit le chaton contre lui. S'avançant dans le vent, le froid et la poudrerie, il arriva à la porte de chez lui. Il ouvrit et appela sa femme. Il déposa le chaton sur le sol qui se dirigea en gambadant vers Marie. Les bras ouverts, elle l'accueillit avec amour et bonheur. Benoît repartit aussitôt vers la voiture et alla quérir la mère du chaton. Avec la chatte sous le bras, il entra à nouveau chez lui. Sa femme l'accueillit à son tour avec joie. Marie sortit des couvertures et prépara un repas pour les chats. Dans la quiétude, ils mangèrent un peu et s'endormirent l'un contre l'autre sous le regard heureux du couple. Benoît prit la main de Marie et ils se dirigèrent vers le deuxième étage, vers leur chambre à coucher. Sur l'oreiller, Marie confia à son mari combien elle était heureuse qu'il ait offert un toit à ces deux adorables chats. Ils venaient compléter et agrandir leur famille. C'était le plus beau cadeau de Noël qu'il aurait pu recevoir. Le couple que formaient Benoît et Marie était à l'image du couple parfait. Ils étaient profondément amoureux l'un de l'autre, mais où existe l'amour, existent aussi parfois des conflits. Les problèmes financiers étaient souvent source de conflits entre eux. Un soir alors que Benoît n'était pas rentré, Marie se faisait du mauvais sang. Elle était inquiète, car son mari était toujours très ponctuel. Ce soir-là pourtant, il n'était point rentré. Assise sur une chaise dans la cuisine, elle patientait. Vers 7 heures du matin, la porte s'ouvrit. Un vent glacial s'engouffra à l'intérieur en même temps que Benoît qui entrait en titubant. Marie s'avança vers lui. Il sentait la boisson. Furieuse, elle l'aida tout de même à regagner la chambre à coucher. À peine la tête sur l'oreiller, il s'endormit. Le lendemain matin devant un café, elle attendait son mari. Benoît vient rejoindre sa femme. Il expliqua à Marie ce qui était arrivé la veille. Alors qu'il se trouvait dans son véhicule et qu'il se trouvait à l'autre bout de la ville, il fit une crevaison. La nuit était presque tombée et il se trouvait en plein milieu d'un champ. Il marcha jusqu'à la maison la plus proche. Un homme habitait cette résidence seul. N'ayant pas de moyen de transport à lui proposer pour qu'il regagne son domicile, il lui offrit un verre. Benoît aurait voulu téléphoner sa femme, mais le vieil homme n'avait pas les communications. La seule chose qu'il pouvait faire à ce moment, c'était accepter le verre que cet homme lui offrait. Ce qu'il fit. Cet événement passa, sans plus. Le temps filait et la relation amoureuse entre Benoît et Marie s'étiolait. Le manque d'argent se faisant pesant, Benoît parlait de plus en plus fort et Marie répondait par le fait même en criant aussi. Désormais, c'était plus souvent qu'autrement la querelle. Un soir, lors d'une mésentente, la tension monta tellement entre eux que Marie contacta la police.
Arrivés sur les lieux, la police leur suggéra que l'un d'entre eux quitte temporairement le domicile afin que le calme revienne. N'ayant nulle part où aller, Benoît songea au vieil homme qui l'avait dépanné la dernière fois. La police quitta donc les lieux et Benoît prit la chance d'aller chez le vieil homme. Il y passera finalement 2 jours avant de revenir chez lui. À son retour, sa femme avait fait ses bagages et attendait l'arrivée de son mari pour quitter officiellement leur domicile. Elle lui évoqua qu'elle ne pouvait plus supporter leur querelle et qu'elle le quittait. De plus, son absence de 2 jours n'aidait en rien. Ils se trouvaient sur la galerie arrière de leur maison quand soudainement, Sauvé, leur chaton, avait maintenant plus d'un âne. Il avait le privilège d'aller à l'extérieur chaque jour et demandait gentiment la porte en miaulant pour entrer. Au moment où Marie voulut quitter le domicile pour de bon, Sauvé arriva en boitant. Prise de tristesse et de crainte, Marie s'avança vers Sauvé. À son tour, Benoît vint à la rescousse du chat. À sa poitrine, se trouvait une plaie qui ressemblait à une perforation. Sauvé faisait pitié à voir, tellement que Marie fondit en larmes. Benoît s'affaira à prodiguer les premiers soins à Sauvé, qui allait déjà beaucoup mieux. Marie pour sa part n'allait toujours pas mieux. Benoît lui tendit la main et l'attira vers lui. Il lui demanda pourquoi elle pleurait autant, Sauvé était hors de danger. Blottie dans les bras de son mari, elle ressentait tout l'amour qu'elle éprouvait pour lui. Elle lui signifia ses sentiments à son égard. Par le fait même, Benoît témoigna à Marie qu'il ne voulait pour rien au monde qu'elle le quitte. Il l'aimait profondément, malgré leur discorde régulière. Sauver le chaton devint dès ce jour-là le chat sauveur, car si ça n'avait été de sa présence et de sa blessure ce jour-là, Marie aurait sans doute quitté son mari. Sauvé était en quelque sorte un ange envoyé pour eux. Le sage homme ? Benoît voulait présenter à Marie le vieil homme qu'il avait hébergé les quelques fois où il avait été absent. Marie se demandait bien ce qu'elle irait faire là-bas, mais pour faire plaisir à son mari, elle accepta. Le couple arriva à l'heure du soleil couchant chez le vieil homme. Il habitait un peu en retrait de la ville, un peu retiré dans un boisé. Face à sa demeure, un vaste pré permettait de voir au loin le soleil descendre à l'horizon. Benoît gara la voiture dans l'allée de terre battue. Le vieil homme, Alphonse, vint à leur rencontre. Benoît prit l'initiative de faire les présentations, après quoi, ils suivirent Alphonse dans sa cour arrière. Comme il habitait une zone agricole, il avait l'opportunité de posséder un poulailler et quelques chèvres. Les poules lui offraient des œufs frais quotidiennement, tandis que les chèvres lui fournissaient le lait pour le fromage. Alphonse poursuivait la visite de sa cour. À l'écart du boisé, se trouvait un immense jardin. Il cultivait un peu de tout. À l'automne, il faisait ses conserves pour l'hiver. Il faisait maintenant nuit. Alphonse invita le couple à l'intérieur de sa maison. C'était une maison ancestrale. Une bonne âme habitait cette maison. Ils passèrent à la cuisine où ils s'assirent tous les trois à une table de bois. Le vieil homme leur offrit un verre de bourbon et s'en servit un également. La soirée se faisait encore jeune et ils avaient tout le temps devant eux pour discuter. Alphonse avait eu vent des problèmes conjugaux du couple, car Benoît lui en avait vaguement glissé quelques mots lors de son court séjour chez lui. Il leur demanda alors comment allait leur amour. Un peu embarrassée, Marie trouvait cette question un peu gênante. Elle n'avait pas l'habitude de parler à quiconque de sa vie personnelle. Néanmoins, cet homme lui inspirait confiance. Elle osa s'exprimer. Elle commença à évoquer leur rencontre. Ils s'étaient croisés du regard et ce fut le coup de foudre. Dès lors, ils étaient devenus inséparables. N'étant pas croyants, ils s'étaient unis peu de temps après leur rencontre au palais de justice. En date de la Saint-Valentin, ils avaient fait une petite cérémonie intime, où ils avaient réitéré leur vux. Pourtant, malgré tout l'amour qu'ils se portaient, survenaient régulièrement des conflits. Chacun se plaignait de ne pas être écouté suffisamment et étant très exigeants d'eux-mêmes, ils étaient également très exigeants de l'autre. Chacun avait ses attentes face à l'autre, qui malheureusement, n'étaient pas comblées à la hauteur de leurs attentes.
Chacun possédait un fort caractère et lors de divergences d'opinion, des conflits s'ensuivaient. L'amour était pourtant toujours au rendez-vous. Parfois, après une querelle, seul un regard ou une parole complice faisait renaître la flamme entre eux. Le vieil homme s'exprima alors. Dans la vie, il faut savoir définir ses priorités. Qu'est-ce qui est important pour nous? L'amour ou la quête de nouveaux horizons? Parfois l'amour, même si profond soit-il, peut être contraint de faire face au besoin d'aller explorer le monde qui nous entoure, en pensant parfois que ce sera mieux ailleurs. Cependant, cela reviendrait en quelque sorte à tourner en rond, car tout est alors à recommencer. Si l'on a choisi la personne de notre cœur, pourquoi ne pas continuer à évoluer avec elle? Benoît et Marie avaient décidé de poursuivre leur route ensemble, malgré les embûches. Ils appréciaient les conseils d'Alphonse et désiraient en quelque sorte s'inspirer du modèle de sagesse qu'il leur inspirait. Marie devait prendre des résolutions tout d'abord, car à chaque conflit, elle voulait prendre la fuite, ce qui n'était pas vraiment la bonne solution. Elle était amoureuse de son mari et sa place était auprès de lui. Elle se dit que si leurs routes s'étaient croisées, qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre et mariés, aucune fuite ne pourrait être la solution. Elle devait apprendre à gérer les conflits et même plus, pourquoi ne pas agir en bonne épouse comme dans les temps jadis, en écoutant tout simplement son mari, au lieu de l'affronter continuellement. Le sage homme, comme il l'appelait désormais, leur avait aussi inspiré un virage vert. Ils avaient dès lors l'envie d'avoir leur propre jardin et d'apprendre les bases de la vie. Ils voulaient vivre un peu à la manière des ancêtres, dans un monde moderne. La cour arrière de leur domicile offrait la possibilité de faire un petit potager. Ils labourèrent la terre et y mirent leurs semences. Quelques semaines passèrent et le potager se couvrit de verdure. Seulement voilà, il y avait de la mauvaise herbe et ils ne faisaient plus la différence entre leurs semences et les mauvaises herbes. Afin de mieux comprendre les techniques de jardinage, ils retournèrent voir le sage homme. Fidèle, comme un oiseau qui annonce le printemps, le sage homme avait fait ses semences. Il fit la présentation des différentes pousses, au couple qui étudiait avec attention les conseils du sage homme. De retour chez eux, ils purent faire le nettoyage du potager. Les petites pousses formaient de beaux rangs et leur croissance allait bon train. Benoît et Marie se passionnaient pour les objets antiques déjà par le passé. Avec la rencontre du sage homme, c'était même leur mode de vie qui passait du moderne à l'ancestral. Une balade. Le dimanche après-midi, ils aimaient faire une balade en voiture. Sillonnant leur coin de pays, ils aimaient découvrir la beauté des paysages. Un jour leur balade les conduisit dans un village qu'ils n'avaient jamais vraiment visité jusqu'alors. Ils garèrent la voiture et comme c'était une belle journée de fin d'été, ils mirent pied à terre et décidèrent de prendre une marche dans les rues. Ils déambulèrent main dans la main jusqu'à une boutique de livres usagés. Marie qui se passionnait pour la lecture voulut aller visiter cette librairie. Ils y entrèrent avec curiosité. Une odeur de vieux bouquins embaumait l'air. Les livres étaient à moitié classés entre de hautes bibliothèques et des piles çà et là. Bien que peu ordonnée, cette librairie semblait gorgée de trésors. Sur le dessus d'une pile, Marie trouva un livre de recettes du temps de leur grand-mère. Elle saisit le livre et se dirigea à la caisse avec celui-ci. Leur trésor en main, ils regagnèrent leur véhicule. Dans la voiture, Marie feuilletait les pages. Des recettes de boulangerie, aux conserves, aux ragoûts, une variété s'y retrouvait. Marie lisait les recettes à son époux, qui avait déjà hâte de les concocter. C'était la fin de l'été et la récolte s'annonçait prometteuse. C'était le cœur heureux qu'ils cueillaient les fruits de leur labeur. Benoît s'empressa de cuisiner et de mettre en conserve leur récolte, selon les traditions. Benoît et Marie se rendirent chez le sage homme. Ils étaient fiers de ce qu'il avait accompli et voulaient remercier le sage homme pour l'inspiration qu'il leur avait apportée. Jaser philosophie. Une discussion plutôt philosophique débuta alors. Le sage homme commença son monologue ainsi. La vie nous est offerte en cadeau. Sans le bon vouloir de chacun de soi à vouloir en découvrir toute l'essence et toute la beauté, rien ne sert d'en parler.
Il faut que chacun éveille son âme à la connaissance de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Le sage homme leur dévoila alors une page de son histoire personnelle. Il fut un temps jadis où il était marié. Seulement, depuis quelques années sa femme l'avait quitté pour le monde des cieux. Au cours de sa vie de couple, ils avaient vécu de nombreux jours heureux, mais parfois aussi difficiles. Ils avaient vécu le crash boursier de 1930 et cette époque avait été particulièrement éprouvante. À bout de ressources financières, ils avaient dû se retourner vers un virage de vie plus autonome. Heureusement pour eux, ils vivaient déjà sur une terre. Celle-ci leur offrait l'opportunité de vivre en partie des fruits de leur récolte. Ils avaient dû apprendre à faire avec ce que la vie leur offrait. Étonnamment, ils n'avaient manqué de rien. Pour lui et sa femme, c'était un plaisir, voire un art de vivre ainsi. Ils avaient partagé des problèmes de couple aussi. La communication entre deux personnes n'est pas toujours chose aisée. Une chose est certaine, c'est que dans un couple il faut savoir faire des compromis. On ne peut pas tout avoir parfois, tels seraient nos désirs. On doit accepter que son partenaire de vie a aussi des besoins qui entrent parfois en conflit avec nos propres besoins. Afin de se rendre la vie plus agréable, on peut essayer de faire plaisir aux deux parties, tout en gardant le respect de soi et de l'autre. Une vieille citation qui est toujours honorable aujourd'hui est « savoir mettre de l'eau dans son vin ». Même si parfois on peut avoir l'impression d'avoir plus d'eau que de vin dans son verre, il faut songer que l'autre se dit sans doute la même chose. La confiance au sein d'un couple est aussi primordiale. Parfois on peut craindre de faire confiance par peur d'être déçu si notre confiance vint qu'à être ébranlée. Seulement, comment peut-on aimer pleinement si on ne fait pas totalement confiance à l'élu de son cœur? La confiance est à la base d'une relation de couple solide. Les bases du couple reposent en grande partie sur cette confiance mutuelle. Il ne faut pas limiter toute l'importance de la dimension de l'amour dans une relation de couple. Mais qu'est-ce que l'amour? Peut-on le définir? Le sage homme leur raconta alors l'histoire des fous de Bassan. Les fous de Bassan sont des oiseaux qui vivent en colonie, entre autres sur l'île Bannevencher en Gaspésie. Après chaque période de reproduction, ils quittent leurs nids et migrent autre part. À chaque début d'été, tous les oiseaux retournent vers leur nid. Pas n'importe lequel. Celui qu'ils ont quitté l'année précédente. Chaque partenaire se dirige vers son nid, où il retrouvera par le fait même son partenaire de l'an passé. Lorsque le couple d'oiseaux se retrouve, ils frottent leur bec l'un contre l'autre pour signifier leur retrouvaille. Ces oiseaux seront ainsi fidèles à leur partenaire toute leur vie, parce qu'ils ont un point de rassemblement commun, leur nid. Le sage homme prit une pause. Il leur signifia, mais pourquoi parler des fous de Bassan? C'est un peu par analogie qu'il voulait démontrer que lorsqu'un couple s'assemble par amour, ou tout autre motif, mais que leur objectif est de faire vie commune, ils doivent se relier par un point central significatif pour eux. Que ce soit une phrase, une promesse, un mariage ou tout autre lien significatif pour eux. En cas d'éloignement des deux partenaires, ce point central les réunira à nouveau. Le sage homme parlait de sa défunte femme qui souffrait d'amnésie dans ces dernières années. À son attention, il lui avait rédigé des petits mots d'amour qu'il avait dissimulés à certains endroits. Lorsque sa femme voulait parfois le quitter, elle trouvait par hasard un des petits mots d'amour. Elle se remémorait alors tout l'amour que lui portait son mari et au lieu de fuir, elle demeurait auprès de celui qu'elle aimait pourtant plus que tout. L'art de vivre se retrouve en chacun de nous. À nous de trouver nos trucs pour faire face aux embûches de la vie. Si nous parvenons à découvrir comment affronter les barrières sur notre chemin, il est curieux de constater la douceur de la vie au-delà des frontières. Dans notre société, on nous met beaucoup de barrières. Le coût élevé de la vie peut en être un exemple. On peut alors croire que si on n'est pas fortuné, on ne peut rien réaliser. Pour ceux qui veulent étudier, on entend dire que les programmes sont contingentés et qu'il n'y a pas d'avenir. Pourtant, à qui veut bien s'impliquer et foncer, il y a toujours de l'espoir. L'espoir est une force en nous qui nous dit qu'il ne faut jamais abandonner, ne jamais baisser les bras. Pour en revenir à l'amour, lui aussi est une force en nous.
C'est un sentiment profond qui nous vient du cœur, de l'âme. Pour ceux qui ne partagent pas leur vie en couple, il est possible de se demander, mais pourquoi n'ai-je pas droit à l'amour? Ou une vie de couple ne semble pas attirante a priori? Peu importe. L'amour peut se diriger de bien des manières. On peut se passionner pour un art, un loisir, une cause, etc. On peut tout aussi bien apprendre à s'aimer soi. Le vieux sage leur fit alors état de quelques conseils pour vivre mieux et heureux. La première règle à suivre est de toujours avoir confiance en soi, malgré ce qui peut paraître parfois des obstacles autour de soi. Il faut avoir foi en la vie. On peut avoir foi en Dieu, peu importe la religion ou non de son choix. On peut tout simplement avoir la foi en Dame Nature, c'est notre amie à tous, car nous sommes tous issus d'elle. Parfois pleurer peut faire du bien. Ça fait évacuer le trop-plein d'émotions négatives. Ça expulse la peine et la frustration qui peut être vécue. Oser rêver. C'est un luxe qui ne coûte rien et qui permet de laisser aller son imagination à la créativité. On n'est pas obligé de réaliser tous nos rêves, mais le seul fait d'évader son esprit peut faire du bien. Il faut toujours persévérer. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on peut se permettre une pause, mais il ne faut pas abandonner ses projets. L'espoir doit toujours faire partie de nous. L'espoir élève notre âme au-dessus des souffrances et nous permet d'aller plus loin. Oser essayer, quitte à se tromper. Vaut mieux tenter de faire quelque chose et peut-être faire face à un échec, que ne rien faire. Il faut toujours aller de l'avant. Jeter un coup d'œil sur le passé pour en tirer des leçons, mais foncer droit devant. Vivre dans le présent, c'est construire son futur. Chacun de nous est unique et a le droit de vivre, avec et malgré les succès et les erreurs du passé. Tout comme nous avons certains défauts, nous avons aussi plein de qualités. Il ne faut pas craindre l'avenir. Il sera à l'image de ce que nous projetons. Il saura même nous surprendre. Il faut suivre sa voie, c'est-à-dire, se laisser guider par la vie. Notre vie vaut la peine d'être vécue, même si vous songez parfois le contraire. Nous sommes importants autant que quiconque. Nous sommes tous des gagnants. C'est parfois de petites victoires, mais chacune d'entre elles compte. Personne ne peut nous imposer notre destinée, c'est nous qui choisissons. Comme tous et chacun, nous avons le droit d'être heureux. Osez connaître le bonheur. Les choses simples de la vie revêtent toutes leurs importances. Savourer chaque instant de la vie. Par exemple, prendre un grand verre d'eau me revitalise. Prendre le temps de faire le point sur soi-même. Faire des introspections. Se questionner sur soi-même. Faire état de nos forces, nos faiblesses, qui on est et qui on veut être. Traverser certaines crises existentielles avec sérénité, y trouver un sens. Comprendre sa vie, faire face à nos manques parfois du passé et devenir meilleur. Le sage interrompit son monologue. Il raconta une anecdote de son passé. La guérison. Le vieil homme possédait une jolie chatte avec qui il vivait depuis une douzaine d'années. Sacha, sa chatte, partageait sa vie depuis qu'il l'avait trouvée errante dans un champ. Elle était malade, mais il lui avait prodigué les soins nécessaires et par la suite elle fit sa guérison. Elle devint une chatte en pleine santé. C'était une chatte enjouée, mais calme. Bien qu'elle aimait se prélasser couchée sur un divan, elle adorait prendre un bain de soleil à l'extérieur. Ils avaient donc pris la décision de la laisser aller à l'extérieur. Il craignait pour elle, mais il ne voulait pas brailler sa liberté. Quelques années plus tard, il avait recueilli une chèvre dans un encan. Il l'avait ramenée chez eux et lui avait arrangé une petite cabane, sur un lit de paille avec tout ce qui était nécessaire à son bonheur. Les années passèrent et leur petite bête bien aimée vieillir avec eux. De belles années ils partagèrent ensemble. Ils avaient de merveilleux souvenirs avec Sacha et Roquette la chèvre. Comme tous les matins, Sacha demandait la porte pour aller faire sa balade à l'extérieur. Le soir venu, Alphonse rappela Sacha, mais elle n'était pas présente au rendez-vous. Ce n'était pas la première fois qu'elle ne rentrait pas le soir venu.
Il se dit qu'elle serait de retour le lendemain matin pour le petit déjeuner. Le lendemain matin, Sacha n'était toujours pas de retour. L'inquiétude s'empara d'Alphonse et de sa femme. Sa femme fondit en larmes. Elle avait compris que Sacha ne reviendrait probablement jamais. Les jours passèrent et il gardait toujours espoir que Sacha serait de retour. Seulement, ce ne fut pas le cas. La femme d'Alphonse rédigea donc une longue lettre d'adieu à Sacha. Elle lui témoignait toute la gratitude d'avoir partagé ces années ensemble. Elle aurait aimé lui faire des adieux officiels, mais la vie ne leur en pas donné l'occasion. Quelques semaines plus tard, Alphonse se dirigea à l'enclos de Roquette, qu'il trouva étendu dans la paille sans souffle. Pour ne pas que sa femme souffre trop, il prit Roquette et alla l'enterrer au fond de leur terre. Il avisa ensuite sa femme de la situation. Il l'emmena se recueillir sur le lieu du dernier repos de Roquette. Les larmes aux yeux, elle avait le cœur lourd de chagrin. Sacha et Roquette avaient quitté cette terre à peu près au même moment. Leur départ avait profondément chamboulé l'état d'esprit d'Alphonse et de sa femme. Alphonse fit face à des prises de conscience. Il réalisa à quel point la vie pouvait être fragile et que le temps qui nous est offert doit être savouré. Au moment du départ de leur petite bête chérie, ils vivaient eux-mêmes une crise existentielle. La femme d'Alphonse semblait parfois oublier ce qui l'unissait à son mari et voulait le quitter. La croisée des destins de leurs animaux de compagnie qui s'en furent allés, firent prendre conscience au couple qu'il pourrait en être ainsi pour eux aussi s'ils ne prenaient pas conscience de la chance qui leur était encore offerte d'être unis dans l'amour, tandis que la vie leur offrait encore cette chance. Alphonse réalisa combien il tenait à sa femme et elle à son mari. Ils seraient unis à la vie à la mort, tel qu'ils l'avaient décidé le jour de leur mariage. Le départ de Sacha et de Roquette leur avait révélé qu'ils devaient prendre soin l'un de l'autre pendant qu'il était encore temps. Dès lors, Alphonse et sa femme prirent plus de temps pour leur couple. Ils prenaient une marche dès qu'ils en avaient l'occasion, parfois même sous la pluie. Le vent qui caressait leur visage leur rappelait la beauté de la vie et un peu de l'âme de Sacha et de Roquette, qui étaient sûrement autour d'eux. À l'occasion, ils écoutaient de la musique qui les portait dans un état d'esprit positif. Ils en profitaient pour faire du ménage dans leur domicile. Faire du ménage autour de soi permet également de faire du ménage dans sa tête. Chez eux, ce n'était pas une corvée, c'était tout simplement plaisant. Alphonse et sa femme prirent l'habitude d'écrire dans un journal commun. Chacun y inscrivait ses états d'âme, ses joies. C'était devenu un nouveau mode de communication. Lorsqu'on discute, les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Ils profitaient de cette communication écrite pour partager le plus profond de leur être, mais aussi les choses simples de la vie. Il écrivit un matin tout simplement, une goutte de rosée sur un pétale m'éblouit pour toute la journée. Virage à l'envers. Benoît et Marie avaient pris un virage vert depuis leur rencontre avec Alphonse. Ce soir-là, ils allèrent prendre une marche après le coucher du soleil. Ils marchèrent longuement jusqu'à apercevoir les étoiles dans le ciel. Ils prirent un temps pour les contempler. Ils songèrent à la grandeur et la diversité de l'univers. Par sa simplicité et sa complexité à la fois, il éblouit. Parfois simplement prendre un instant pour remercier Dame Nature, rend grâce à la vie pour sa générosité. La présence de leur chat Sauvé et Terraline, sa mère, leur apportait beaucoup de bonheur. Leur présence à leur côté les rassurait et leur donnait le sourire aux lèvres. Sauvé à son tout un soir, ne rentra pas à la maison. C'était l'automne et les nuits étaient fraîches. Inquiets, Benoît et Marie ne pouvaient rien faire, seulement attendre et espérer son retour. L'après-midi suivant, Benoît qui était à l'extérieur à la recherche de Sauvé, l'entendit miauler. Il se dirigea vers l'arrière du cabanon où il trouva Sauvé assis près d'un amoncellement de bois. Benoît se pencha, car il avait entendu un ronronnement. Sous l'amoncellement, se trouvait une chatte avec 2 chatons. Benoît courut chercher à l'intérieur des couvertures et avec l'aide de Marie, il fit une place au chaud dans la maison à la nouvelle venue et ses petits. Sous les bons soins de Benoît et de Marie, les chatons prirent du mieux, car ils avaient tout de même éprouvé quelques difficultés avec le froid extérieur.
Les chatons firent leurs premiers pas. Ils étaient lourds et se déplaçaient difficilement. Plus les jours passaient et plus ils gagnaient en mobilité. Leurs premiers repas furent quelques morceaux de poulet, ils étaient franchement mignons à voir. Après qu'ils furent sevrés, le temps était venu de leur trouver une nouvelle famille. Benoît et Marie étaient cependant tellement émotifs et tristes qu'ils en fussent incapables. Mignon et Rose, ainsi que leur mère qu'ils baptisèrent Fée, demeuraient avec eux pour toujours. Leur famille comptait désormais 5 chats. La vie avec eux était merveilleuse. Par leur seule présence ils apportaient le bonheur dans leur vie. Benoît et Marie vivaient désormais une vie de couple harmonieuse. Marie avait compris que la fuite n'était pas une solution à ses problèmes. La présence de Sauvé ce jour-là avait sauvé leur couple. Ils étaient très reconnaissants face à Sauvé, d'avoir été présent dans leur vie ce jour-là. Ils avaient aussi évolué vers un nouvel art de vivre.